Et maintenant, on démarre une série de quelques cartes blanches données à des personnalités. Et parmi une belle personnalité, il y a Corentin Leroux, qui est ingénieur, docteur en agriculture de précision, fondateur d'Aspexit, qui réalise des études et propose de la formation et du conseil auprès d'acteurs du numérique en agriculture, mais pas que d'ailleurs, auprès de différentes institutions. Tu as été très impliqué dans les travaux qu'a réalisé le Shift Project, notamment autour de la place je vais y arriver, autour de la place des technologies et le concours qu'elles peuvent apporter pour une agriculture bas carbone, résiliente et prospère. Bonjour à tout le monde, vous m'entendez bien? C'est bon, super. Corentin Leroux, je vais essayer de vous apporter quelques éléments de discussion, réflexion sur la capacité des technologies numériques à accompagner les transitions agricoles, en espérant que ça vous plaise. De toute façon, on m'a dit que j'avais carte blanche, donc je vais bien, Que ça nous plaise ou pas, sens-toi libre. Juste rapidement sur ce que je fais, ça fait une petite dizaine d'années que j'essaye de comprendre le paysage numérique et les dynamiques agricoles en cours. Je publie un certain nombre de dossiers de blog sur mon site web en accès libre, où je mélange des technologies numériques, agriculture, énergie, climat, oui, des choses sur le carbon farming, robotique, pilotage de la fertilisation azotée, agroécologie. Et en début d'année, je vais publier plusieurs dossiers sur la place du numérique dans les ET et les CUMA, les risques en agriculture et aussi l'intelligence générative. On a également lancé avec Alexandre Touraine un commun numérique, le Wiki Agritech, qui référence les outils numériques pour la production agricole, également disponible en accès libre. Alors j'étais content de voir effectivement ce matin que cette base de données était largement utilisée. J'avoue que j'aimerais bien qu'on soit un peu plus impliqué au départ dans ces projets-là pour qu'on ne découvre pas 3 jours à l'avance qu'il y a des choses qui sont faites avec les informations de cette base, en toute amitié bien sûr. Sur quelques questions que je voulais vous apporter, alors du coup l'empreinte environnementale du numérique en agriculture, c'est quelque chose qui est assez récent. Les travaux qui remontent, c'était plutôt des travaux au départ sur l'empreinte environnementale du numérique en tant que tel, qui d'ailleurs n'est pas si éloigné que ça non plus. Des travaux sur l'empreinte de l'agriculture elle-même, et donc du coup mélanger un peu les mondes, l'empreinte du numérique en agriculture, c'est quelque chose d'un peu plus récent. Ici, je vous présente quelques travaux sur lesquels je vais m'appuyer pour vous dresser quelques questions que je me pose. Un premier travail qu'on a co-rédigé avec le Shift Project, une association d'intérêt général présidée par Jean-Marc Jancovici, que vous connaissez peut-être, sur la place de l'innovation technologique en agriculture. On a sorti ça l'année dernière. Un travail qui vient de sortir de l'IT for Green, qui a été financé par l'ADEME, sur lequel ils ont travaillé sur une dizaine de secteurs économiques avec un cas d'études numériques à chaque fois. Un sur l'agriculture, sur la numérisation de l'épandage d'engrais azotés. 2 thèses, INRIA, INRAE, une de Pierre Larocca, qui a soutenu hier d'ailleurs, bravo Pierre, s'il est là, je ne sais pas, qui questionne un peu le changement d'échelle et le déploiement à large échelle d'outils numériques et finalement qu'est-ce que ça pose comme nouvelle question. Une thèse de Clémence Huc, INRAE, qui a publié ses travaux en fin d'année, qui travaille peut-être plus précisément sur l'évaluation de l'empreinte des outils numériques en agriculture. Il y a un travail aussi assez intéressant de Marie-Lise Pradel, peut-être plus sur la filière robotique, qui a fait vraiment surtout un gros travail de mise à jour de bases de données, de facteurs d'émission sur les agroéquipements et la robotique. Alors quelques éléments. De manière générale, les travaux qui s'intéressent à essayer de questionner un petit peu l'empreinte environnementale numérique en agriculture, c'est des approches qui se basent sur, on va dire, des analyses cycle de vie ACV. Donc c'est des approches du berceau à la tombe, où l'idée c'est d'aller regarder les impacts un peu sur l'ensemble de la chaîne. Vous avez plusieurs approches, attributaires, conséquentielles, territoriales, peu importe ici on va dire. Chaque fois la question c'est de se demander finalement à quoi servent ces outils numériques. Donc vous avez quelques fonctions qui sont listées ici, répartir mieux les intrants, on va dire économiser du temps de travail, réduire la pénibilité du travail. Donc ça déjà c'est des choses qui ne sont pas toujours évidentes à quantifier, mesurer. Et ce qu'essayent de faire à chaque fois ces approches en analyse cycle de vie, c'est d'essayer de définir une unité fonctionnelle au départ, de finalement sur quoi on va évaluer ces outils numériques. Vous voyez ici qu'il y a plusieurs façons de se représenter. On peut essayer d'évaluer cette empreinte en fonction du nombre de kilogrammes ou du nombre de quintals de rendement qu'on a produit à la fin, en fonction d'un hectare de culture cultivée, d'une heure de travail effectué. Et ce dont on se rend compte, c'est que les études qui travaillent sur le sujet, globalement, ont des périmètres de travail assez différents, donc c'est assez difficile de les comparer. Et qu'en fonction de l'unité fonctionnelle que vous allez utiliser pour comparer ces outils numériques, les résultats peuvent être très différents. D'où l'intérêt peut-être d'avoir des approches qui vont regarder sur plusieurs unités fonctionnelles en même temps, un peu ce qui se passe. Toujours sur le travail de Clémence, un travail un peu plus récent, qui a essayé de regarder, d'évaluer un petit peu plus en détail l'empreinte environnementale de certains systèmes technologiques.
Ils ont proposé une classification qui est intéressante en 2 axes où ils ont séparé des systèmes technologiques entre leur niveau de complexité technologique et en axe des abscisses leur capacité de transformer l'itinéraire culturel, l'itinéraire agricole dans lequel ces outils sont implantés. 3 cas d'usage, un premier sur une sonde tensiométrique, un deuxième sur de l'autoguidage, rétrofité ou pas il me semble, et un troisième sur de la robotique agricole. Qu'est-ce qu'on voit ici dans ces travaux-là ? On voit que de manière générale, la matérialité de ces outils numériques, finalement, cette empreinte-là, elle est assez faible, parce que vous voyez les barres jaunes que vous voyez à peine, au regard de l'empreinte environnementale de l'ensemble du système agricole. Donc le système agricole total, plus ou moins l'outil numérique, ce que vous voyez avec les barres noires et vertes. Donc ça, c'est une première réflexion. Alors peut-être que certains ou certaines ne sont pas très surpris, mais c'est un premier résultat. Vous voyez aussi que finalement, quand on regarde, alors vous avez en colonne les 3 cas d'études dont je vous ai parlé, et puis les deux lignes, ce sont des indicateurs d'impact. Bon, ici, peu importe. L'idée, c'est de montrer aussi que l'empreinte environnementale de ces scénarios agricoles, vous avez vu la barre d'erreur qui est absolument gigantesque, et donc en fonction des paramètres de vos systèmes agricoles, finalement, c'est peut-être ça qui joue bien évidemment le plus. Ces empreintes, ces technologies numériques, elles sont, enfin, le fait d'utiliser là ces méthodes-là, c'est intéressant. Ça masque quand même, on va dire, tous les effets indirects et en cascade qui sont apportés par les outils numériques quand on les embarque dans les itinéraires agricoles. Donc je trouve que ça peut être un peu limitant pour aller un peu plus loin. Un autre travail intéressant que je vous ai parlé tout à l'heure, donc, qui a été publié par l'IT4Green, qui est assez intéressant puisque du coup ils ont essayé de quantifier de manière assez profonde l'implantation d'un système de modulation intraparcellaire de l'épandage azoté dans une parcelle en Beauce céréalière. Et ce qu'ils ont fait en même temps, c'est qu'en plus de mettre en place ce système-là, ils ont aussi fait évoluer les pratiques agronomiques sur la ferme sur les 15-20 ans d'expérience qu'ils ont simulé ici, en introduisant notamment des légumineuses dans les couverts d'interculture et des légumineuses dans les rotations. Ça, effectivement, c'est de la modélisation. Donc, juste ici, sur l'aspect numérique, ce que vous voyez ici, donc vous voyez des impacts qui sont comptés en négatif, puisque c'est des impacts qui sont évités, notamment sur quelques facteurs d'impact, la matérialité, l'eutrophisation, etc. Donc, sans grande surprise, le fait d'appliquer, on va dire, de la modulation intraparcellaire vous permet d'éviter un certain nombre d'impacts de lixiviation de lessivage, puisque du coup, on améliore l'efficacité d'utilisation de l'azote, donc ça, c'est intéressant. Ce qu'ils observent quand même dans leur simulation, c'est que les gains qui sont permis par l'évolution des pratiques, ce que je vous disais sur l'introduction de légumineuses, finalement surpassent les gains qui sont permis par le numérique. Donc ça, c'est une première approche qui est intéressante. Ce qu'ils disent également, c'est que les gains qui sont permis par les outils numériques diminuent au fur et à mesure de la mise en place de ces couverts d'interculture et de ces légumineuses dans les rotations. Mais, autre témoignage intéressant, les 2 approches restent complémentaires tant qu'elles ne viennent pas se substituer les unes avec les autres. Donc c'est intéressant de mettre en place des pratiques agronomiques et de les accompagner derrière potentiellement par des outils numériques. Tu veux dire qu'on peut cumuler, désolé de te couper, tu m'avais dit que tu ne le voulais pas, mais je le fais quand même. Là, on a la logique un peu d'agriculture de précision qui vient se cumuler à la logique d'agroécologie. Effectivement. Là, dans ce cas-là, effectivement, c'est un cas pratique intéressant. Il faudrait effectivement, je pense, refaire ce genre d'études-là, mais c'est une approche combinée que je n'ai pas vraiment vue jusque-là. Question du changement d'échelle aussi qui est intéressant, une thèse de Pierre Larocca, 2 travaux que je vous présente. Premier changement d'échelle sur la complexité technologique, ce qui est assez intéressant, c'est qu'ils se sont dit, si j'introduis des systèmes technologiques de plus en plus compliqués, il y a des chances que l'empreinte énergétique et l'empreinte environnementale de ces technologies-là, de ces systèmes-là, soient plus importantes. Donc, ils ont travaillé sur 2 cas d'études, un seul que je vous présente ici, sur le suivi des chaleurs dans des élevages bovins, où en gros, ce qu'ils ont regardé, c'est des systèmes, on va dire, relativement simples, avec des puces RFID, des colliers connectés, et des systèmes plus complexes où on commence à rajouter des caméras, des ordinateurs, des systèmes automatisés de suivi de contrôle des chaleurs. Donc ce que vous voyez, c'est qu'au fur et à mesure où on intègre ces différentes composantes-là, l'empreinte augmente. Et après, ils ont essayé de se demander finalement comment est-ce que tous ces outils-là, on les déploie dans l'ensemble de la ferme France, par exemple, et en se disant, en fonction de la taille des fermes, notamment de la taille des élevages, on n'allait pas pousser ces technologies de la même façon à chaque fois. Un autre travail qu'ils ont fait qui est assez intéressant, ils ont essayé de se départir un peu de la partie, on va dire, simplement empreinte carbone. Ils ont essayé de se dire, on prend le cas d'un robot de désherbage sélectif et on essaye de voir ce qui se passe si on essaye de pousser au maximum le déploiement de ces robots à l'échelle de la ferme France.
Et au lieu de regarder simplement que l'empreinte carbone, ils ont essayé d'aller regarder le niveau de saturation du réseau mobile, parce que du coup, avec ces outils-là, on allait plus ou moins avoir besoin de données descendantes, remontantes. Alors, ils ont principalement regardé les données remontantes, mais c'est intéressant. 3 scénarios qu'ils ont regardés. Un scénario, finalement, on n'utilise que du géopositionnement avec des données RTK, donc ça, c'est des choses qu'on peut utiliser. Un deuxième scénario, stream, où là, l'idée, c'est d'avoir du coup de l'intelligence embarquée sur les machines de désherbage pour désherber, on va dire, les actionneurs en direct. Et un troisième scénario, Edge, que vous voyez ici, qui a l'empreinte la plus importante. L'Edge Computing, c'est l'idée de déporter complètement les calculs hors du robot sur des data centers ou des cellules extérieures. Et donc là, on se rend compte qu'effectivement, l'impact commence à augmenter. Et on se rend compte que pour ne pas saturer trop les réseaux mobiles en utilisant ce scénario Edge, il faut rajouter en fait des antennes un peu partout pour pouvoir répondre à ce niveau d'exigence-là. Ce sur quoi on a travaillé aussi avec le Shift Project, c'est d'essayer de dire que dès qu'on installe une technologie numérique dans un système agricole, il faut déjà être très clair de quoi on parle. Donc du coup, d'être clair sur le contexte de production, de quelle technologie spécifiquement on parle. Et on regarde du coup les impacts directs, indirects et systémiques de ces technologies-là. Alors les impacts indirects que vous voyez ici, c'est finalement ce à quoi servent les technologies et ce pourquoi elles sont implantées. 2 exemples ici sur la robotique électrique de désherbage sélectif et un exemple en robot de traite aussi pour un exemple en élevage, où vous voyez que les impacts indirects, on va dire, qui sont attendus et qui sont observés aussi, c'est une réduction des intrants, une meilleure efficacité et efficience d'usage des intrants, gain de productivité, réduction de la pénibilité du travail. On va dire que c'est des projections qui sont créées by design par défaut, puisque ce sont des outils d'efficacité et d'optimisation, et c'est ce à quoi principalement ils viennent répondre à l'heure d'aujourd'hui. Des impacts directs quand même, la matérialité associée à ces technologies-là, le fait que du coup vous avez quand même beaucoup d'intelligence embarquée sur ces outils, vous avez par exemple sur des robots de désherbage des capteurs pour se géolocaliser, se déplacer, faire du traitement en direct. Donc ça, cette matérialité, elle a un impact. On a vu qu'elle n'était peut-être pas nécessairement le plus important sur les travaux que je vous ai présentés avant. Il y a quand même cette question de surempilement de couches technologiques à partir du moment où la question c'est est-ce que vous venez remplacer un agroéquipement en place ou est-ce que vous venez vous substituer à ce qui existe déjà sur la ferme. Et une question qui est souvent, qui est assez récurrente, qui est le fait de dire actuellement avec les contraintes réglementaires qu'on a, on peut pas, les robots ne peuvent pas se déplacer de façon autonome sur les parcelles, surtout sur des parcellaires morcelés. Et donc du coup il faut les déplacer avec des tracteurs ou des remorques, ce qui a une empreinte qui est non négligeable. Les impacts systémiques, ensuite, c'est l'idée de se dire finalement en cascade, qu'est-ce qui arrive quand on commence à implanter ces technologies dans les fermes. Par exemple, sur le robot de traite, la question qui peut se poser, c'est finalement quel modèle agricole on vient soutenir avec ce type d'outil-là. Est-ce que c'est un robot qui vient soutenir un élevage en bâtiment, stabulation, ou plutôt un élevage à l'herbe? Est-ce que les robots de désherbage, par exemple, ils viennent s'adapter à des itinéraires agricoles, ou est-ce que c'est l'itinéraire qui vient s'adapter au robot, un peu dans un jeu d'aller-retour, où est-ce qu'on place le curseur? Un résultat d'ailleurs qui était intéressant sur la publication de Clémence U que je ne vous ai pas présenté, c'était le fait que l'empreinte de leur système robotique, quand ils l'ont mis dans leur itinéraire culturel, finalement il était assez élevé, parce qu'en fait, quand l'agriculteur a mis en place son robot, il n'a pas du tout adapté son itinéraire robot. Donc en fait, du coup, forcément, il y a une question de coévolution qui se discute ici. Avant-dernière slide ici, un phénomène effectivement dont vous êtes tous conscients sur l'IA générative. Le Shift Project du coup a sorti un rapport assez récemment sur le sujet. Ce que vous voyez sur cette courbe, c'est l'évolution de la consommation d'électricité mondiale des data centers. Et ce que vous voyez, c'est que la majorité de l'augmentation de cette consommation-là, elle est drivée principalement par le phénomène d'IA générative. Alors, ce qu'on a vu, encore une fois, c'est que la partie numérique en agriculture n'est pas forcément, on va dire, la plus impactante versus à ce qui pourrait se passer dans des schémas un peu plus grand public. Ça pose quand même question par rapport à ce qui est en train d'arriver. Vous avez peut-être vu qu'en France, on a une stratégie nationale bas carbone, la SNBC, une version 3 qui est en train de sortir et en concertation. Et il me semble que dans cette SNBC version 3, la trajectoire des data centers n'est même pas considérée. Donc on est en train déjà de sous-estimer les directions qu'on est en train de prendre. Mais je crois que ce sera le cas sur les scénarios transition 2050 de l'ADEME qu'ils sont en train de mettre à jour, et j'ai cru voir qu'ils cherchaient à intégrer ce point-là. Ok, merci à toi. Dernière slide. Quelques éléments à faire réfléchir, penser système et aller un peu plus loin.
Moi, ce qui m'interroge, c'est je pense que pour aller sur des enjeux de transition, encore une fois, je me suis restreint beaucoup sur les enjeux d'empreinte environnementale et empreinte carbone. Mais du coup, pour aller beaucoup plus loin, pour moi, il faudrait vraiment désiloter compétences, disciplines, acteurs, mettre autour de la table des agricultrices, agriculteurs, des agronomes, des techniciens, des ergonomes, des sociologues, chose que finalement je vois assez peu dans les projets actuels. On voit des gens, effectivement, qui, dans des gros projets, travaillent ponctuellement sur ces sujets-là, mais rarement ensemble. Donc, l'importance de rapprocher le comment et le pourquoi. Questionner les verrouillages et les alternatives de ces systèmes numériques. C'est un peu ce que je vous disais avec l'exemple de l'IT for Green. Est-ce que finalement on peut arriver sur une complémentarité de ces usages ou est-ce qu'on a certains systèmes numériques qui viennent empêcher le fait de réfléchir à certaines pratiques agronomiques en particulier? Quand on fait de l'ACV, en général, la question qu'on se pose, je vous ai parlé de l'unité fonctionnelle, mais l'idée c'est aussi toujours de se comparer finalement à quel modèle initial on se compare. Et si on se compare que au modèle actuel et qu'on n'essaye pas de proposer d'alternatives, on peut être un petit peu limité. Troisième message, du coup, on a vu que sur certains exemples, le numérique pouvait être un accompagnement sur les enjeux de transition agricole. Le numérique en tant que tel peut aussi être vu comme un objectivateur de résultats. C'est ce qui a été présenté juste avant. Plutôt, du coup, objectiver les résultats avec des objectifs de résultats plutôt que de moyens. Donc, sur des enjeux de transition comme le carbone, l'eau, les biodiversités, effectivement, ad nauseam, on entend beaucoup d'outils susceptibles de venir accompagner ces projets-là. Une question quand même qui se pose, c'est est-ce qu'on doit toujours tout mesurer dans une logique de performance? Alors, bien évidemment, on a besoin parfois de prouver ce qu'on fait. Mais du coup, il y a quand même des choses qu'on ne sait pas mesurer. Dernier message, je vous ai présenté des innovations technologiques, parfois des systèmes d'innovation technologique. L'idée, c'est d'essayer de combiner les innovations quand c'est possible. Combiner des innovations qui ne sont pas que technologiques, encore une fois, des innovations qui peuvent être organisationnelles, sociales, politiques, économiques. Un exemple qui est cher à Pierre Compère sur l'économie de la fonctionnalité, où l'idée, c'est plus de vendre un produit, mais de vendre l'atteinte d'un résultat. On a des exemples qui existent avec des structures comme BSF, Milpa ou autres, et qui sont sources d'innovation intéressantes et qui permettent de poser aussi la question du transfert de risque. Parce que moi, ce que j'entends aussi beaucoup sur le numérique agricole, sur parfois le manque d'appropriation, il reste quand même qu'à la fin, c'est toujours l'agriculteur qui porte le risque. Et donc, du coup, est-ce que ces nouveaux systèmes d'innovation permettent de changer de paradigme et de faire en sorte que ce ne soit plus l'agriculteur tout seul qui porte un risque de transition? Merci à vous. Un grand merci, Corentin, ça décoiffe. Avec une voix douce, tu assènes quand même des messages qui sont très forts et qui, j'imagine, incitent à la réaction, au questionnement. Allez. Oui, bonjour, Stéphane Durand, donc je fais du conseil en numérique et robotique agricole. En fait, c'est vrai que par rapport au transfert de risque, moi ce que je pense, c'est que on le voit au niveau robotique, en fait, ce qui va permettre de transférer le risque, en fait, c'est tous les systèmes de leasing ou alors de prestation de services, hein, où finalement quelqu'un d'autre prend le risque, hein. C'est la coopérative, c'est notamment le groupe d'agriculteurs ou la CUMA qui va acheter le matériel, et ça va permettre de dérisquer. En fait, c'est des systèmes qu'on voit évoluer pas mal et sûrement une bonne voie pour s'en sortir dans la robotique. Donc, je voulais savoir si à la limite, toi, tu as d'autres exemples un petit peu, tu vois, dans le numérique de mutualisation, tu vois, comme ça. Il y a plusieurs formes, effectivement, de transfert de risque. Là, du coup, sur le dossier que je vais sortir en début d'année sur la place des ETA et des CUMA dans le numérique agricole, effectivement, se pose toute la place de la mutualisation, de la délégation, de la sous-traitance, de l'externalisation de tous ces travaux-là, qui sont des questions qui sont intéressantes pour transférer le risque, mais qui sont aussi des questions à se poser sur finalement qu'est-ce que, en tant qu'agriculteur, je perds dans, on va dire, ma maîtrise de mon itinéraire de production. Il y a plein d'enjeux assurantiels aussi qui se posent. Et effectivement, je pense qu'il n'y a pas de bonne raison. En fonction du positionnement de chaque agri, on pourra trouver des réponses intéressantes. Mais dans les grands drivers que je vois effectivement sur l'externalisation et la sous-traitance, c'est quelque chose qui augmente et qui n'est pas négligeable. Et avec l'idée aussi peut-être que ce partage de risque, il ne se fait pas que entre l'agriculteur et un collectif, incarné par un distributeur, une CUMA, mais il y a peut-être aussi d'autres acteurs du territoire qui sont intéressés au déploiement de ces pratiques et qui peuvent du coup être intéressés aussi à prendre une partie du risque. Et puis il y a l'acteur à l'aval, qui est lui intéressé aussi à sécuriser et à rendre compte de la durabilité de ses approvisionnements. On en parlait tout à l'heure
à l'instant. Donc je pense que ces nouveaux modèles économiques, effectivement, permettent peut-être de passer d'une situation où l'agriculteur seul prend tous les risques, d'intégration de ces différents leviers technologiques et agronomiques, encore faut-il qu'ils soient compatibles les uns avec les autres, à une situation où on aurait peut-être les fournisseurs, le distributeur, l'agriculteur, parce que ça reste un chef d'entreprise, les acteurs du territoire et les acteurs de l'aval. Ça commence à faire pas mal de gens, et peut-être que là, on a des clés pour accélérer une transition qui couplerait numérique et agroécologie. Après, ce qu'on voit quand même, c'est que du coup, sur les enjeux qui sont regardés, on parlait du carbone, on parlait de l'eau, de la biodiversité, c'est quand même des choses qui sont regardées de manière très sectorisée et silotée. Donc du coup, d'arriver effectivement à rendre compte plutôt d'une résilience générale du système agricole, ça, c'est des choses qui sont un peu plus pertinentes. Pas évident quand même de savoir comment se positionner sur le sujet, mais je pense que c'est plutôt ça qui est attendu sur un cahier des charges général, quoi. Tout à fait. Et c'est pour ça qu'on parle peut-être de plus en plus de résilience et de robustesse des systèmes, et au moins autant que de décarbonation et une approche purement quantitative versus une approche peut-être plus stratégique, telle qu'on l'a évoqué jusqu'alors. C'est pour ça que d'ailleurs sur le rapport du Shift Project, on parle d'agriculture bas carbone résiliente et prospère, et pas juste effectivement de bas carbone qui n'a pas beaucoup de sens en lui-même, quoi. Un grand merci, Corentin, pour ce témoignage, ces éclairages, ces questions, ce qui nous pousse à la réflexion.